9h59, devant la porte de Julien Cernobori. Premier jour de stage. Salut. Salut Julien. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, bienvenue. Merci. C'est Bienvenue. beau chez toi. Merci. Merci. Je vais voir ton niveau. Faut que ça module plus. Vas-y, monte. Monte. Encore. Ouais, il faut que ça arrive au moins là. Au 12. Ouais. Vas-y, encore. Encore. Je pense que là... Ah oui, non, parce que là, quand j'élève la voix... Oui, c'est bien, là, je crois. Ouais, c'est bien. Même plus, vas-y. Attends, moi, j'aurais tendance à dire que... Ah oui. Bah disons que là je commence vraiment à entendre les sons parasites entre guillemets. Fais voir. Mais ces sons parasites, c'est pas grave. Non, tu prends pas de café? Non, mais Thé pourquoi pas. C'est des sons que tu prendrais si t'arrivais chez quelqu'un pour prendre Ouais. un café? Parce que ça donne du... En fait, j'enregistre tous les bruits, autant que faire se peut, parce que parfois les gens parlent, donc il faut pas les interrompre non plus pour enregistrer. Mais parce que ça permet aux auditeurs de visualiser, de les mettre dans une ambiance. C'est agréable à entendre, en fait, une bouilloire qui chauffe, de l'eau qui est versée dans une théière. C'est des beaux sons qui rappellent le quotidien, et je trouve quand ils sont bien mis en valeur, surtout quand c'est associé à une musique, un beau son d'ambiance comme ça, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très beau. On aura l'occasion de revenir dessus. Et là, ça va faire du bruit. Tu peux mettre ton micro. Je vais le verser si tu veux, je t'en prie. Ou vas-y, fais-le. Je le fais. Mais tu t'enregistres. Merci. J'ai jamais vraiment fait ça encore, d'arriver chez quelqu'un. Ouais. Et Du coup, comment de le faire? Bon, là, tu sais que là, j'étais prévenu. Là c'est toi. Oui, t'étais prévenu. C'est moi qui t'ai demandé de le faire, même, qui t'ai conseillé de le faire. Après, c'est toujours un peu difficile d'arriver micro ouvert chez quelqu'un. Alors surtout, moi, souvent, je préviens pas les gens. Ça m'arrive de leur dire j'arriverai micro ouvert. Mais souvent, je le fais pas et je vois leur surprise. Mais du coup, il faut le faire tout à fait gentiment, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas arriver... Ça peut être considéré comme agressif, un micro. Alors en fait, ça l'est pas, c'est pas une arme. C'est au contraire, c'est quelque chose qui va recueillir la parole de quelqu'un. Donc c'est plutôt un truc bienveillant. En fait, quand tu arrives micro dans ta poche, fermé, chez quelqu'un, tu discutes, tu prends le café, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, je vais brancher. Et là, d'un coup, on entre dans un truc qui est pas naturel, qui est plus tendu, parce qu'on se rend compte qu'on est en interview, qu'on doit se tenir, qu'on doit se regarder, machin. Et tout de suite, ça rend les trucs pas bien. Et du coup, je trouve que le fait d'arriver micro ouvert, ça évite d'avoir ce moment-là où on est gêné, où on se tend, où on parle comme il faudrait parler en interview. Et là, montrer tout de suite, dès le début, que en fait, c'est un truc normal, une relation normale, une rencontre normale, mais que tout est enregistré. Et du coup, les gens, après, ne sont plus dans le contrôle, et ça leur rend service de ne pas être dans le contrôle. C'est pour ça que, bon, souvent, moi, je commence un peu mes interviews pendant qu'on fait le café, tout ça, pendant qu'on est dans la cuisine, souvent, je commence un petit peu. Il y a des trucs qui se disent. Tu vois, là, je pense à un épisode où je suis allé chez la philosophe Vinciane Després à Liège. Elle m'a fait le café, je m'y attendais. Et là, elle me parle de la ville, Liège, là où elle habite. Et pour moi, c'est l'occasion effectivement, d'écouter ce qu'elle dit. J'enregistre, on ne sait jamais. Si ça se trouve, il y a des choses à apprendre, on ne sait pas. Et ça me permet de faire un parallèle entre elle et la ville. Elle me dit, c'est une ville qui est hors des clous. Je dis, mais vous aussi, vous pensez hors des clous. Et hop, là, c'est-à-dire que je commence mon portrait, je commence mon reportage. Je suis dans le vif du sujet, par un biais un peu informel. Si j'étais arrivé micro, fermé, si elle m'avait fait le café, alors les auditeurs n'auraient pas rencontré comme moi Vinciane Després, en fait, et on serait monté dans son bureau et d'un coup, hop, elle aurait adopté un ton docte. Et je lui aurais posé une question très académique sur elle, sur sa pensée et tout. Je préfère que ça se fasse naturellement autour d'un café, d'un truc, d'une parole comme ça, qui est prise, qui est spontanée. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus naturel, c'est normal, quoi. Et ça, je trouve ça très bien. On se met au travail. On peut. Donc du coup, ton thé est là.
Bon, on va monter le plateau, le bureau est en haut. Vas-y. C'est là que les marches sont raides. Liste des attendus du rapport de stage. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous investir dans ce stage ? Je vais remonter au tout début. Cléo. 15 juillet 2022. Mais en fait, ce qui est cool avec ce truc quand même de micro que tu tends vers la personne et de casque et tout, c'est que le dispositif, il est hyper honnête. Genre, il n'y a pas de... T'arrives, le truc est déjà enclenché dans ta poche ou... Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés pendant le premier confinement, donc c'était en 2020, sur Instagram. J'ai repartagé un de tes dessins et t'es venu me remercier. Et une conversation est née de ça, je sais plus trop comment, mais on a commencé à discuter et du coup pendant un bon moment t'étais l'inconnu d'Instagram. Et après on a décidé de se voir et on s'est rencontrés à Lyon et on est devenus amis. C'est toi qui m'as fait découvrir Cerno, donc. Est-ce que tu te rappelles de quand tu me l'as envoyé, ce podcast ? Alors je me rappelle quand moi j'ai découvert Cerno, c'était juste avant le confinement il me semble. Je devais faire Toulouse-Dijon pour aller me confiner. Donc beaucoup d'heures de train, beaucoup d'heures d'attente en gare et tout. Et quelques jours avant, ma coloc actuelle, qui à l'époque était une amie, je sais pas si c'est clair, m'avait conseillé Cerno, bref. Et du coup dans le train, moi j'avais écouté que ça. J'avais écouté genre 26 épisodes. Après, j'avais reçu une notification de Spotify qui disait « Vous avez écouté 26 épisodes de Cerno, vous êtes dans le, je sais pas, genre 1% des personnes addictes. » Et j'ai pas réussi à m'arrêter. C'est-à-dire que je suis arrivée à ma destination et le soir, bah voilà, il fallait débriefer avec les gens avec qui j'allais me confiner et tout. En fait, j'avais qu'une idée, c'était d'aller me coucher pour écouter Cerno toute la nuit. Donc, je ne sais plus précisément quand je t'ai conseillé de l'écouter, mais c'était forcément après cette période. J'imagine que c'était quand on parlait par Instagram. Et comment tu décrirais Cerno pour quelqu'un qui connaîtrait pas Cerno ou le travail de Julien, plus globalement, on va dire ? Alors souvent, quand je conseille le podcast, je dis que c'est vraiment une anti-enquête. C'est une enquête sur une affaire criminelle, mais l'expression que je dis tout le temps, c'est... en fait, c'est un prétexte pour aller parler à n'importe qui et prendre son temps et faire des détours. Donc ça, c'est pour décrire Cerno. Et le travail de Julien Cernobori, en général, je dirais que... En tout cas, moi, comme je le vis, tu vois, je dirais qu'il tente d'épuiser... ça me fait penser à un texte de Pérec qui s'appelle « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien », où il s'assied à une table de café et il décrit à l'écrit et tout, tu vois. Il décrit tout, tous les détails. Et ben Julien Cernobori, c'est un peu ça, où il essaye d'épuiser les inconnus, sauf qu'on est vraiment des milliards, et que voilà, il s'attarde sur des détails très spécifiques, très touchants. Il a vraiment une facilité, je trouve, à faire parler les gens. Donc, ouais, moi je dirais que c'est un travail de... Il essaye d'épuiser l'inconnu, mais il n'aura jamais terminé, quoi. Comment t'expliques que tu pouvais pas t'arrêter d'écouter Cerno ? En fait, ça me faisait rencontrer plein de gens. C'était super. Je me rappelle vraiment très bien de cette sensation, au premier épisode, de rencontrer le voisin de Julien Cernobori et me dire « Ah bah voilà, je connais un humain en plus sur Terre ». Alors que j'ai un aperçu très rapide, mais la sensation qui reste, c'est ça, c'est d'avoir rencontré quelqu'un en 20 minutes. Donc c'était trop chouette. Donc pendant ce trajet de train, j'ai rencontré, je sais pas, 17 personnes, tu vois. Mais comment t'expliques ça ? Je pense que c'est déjà juste, ils ont la parole. En fait, c'est des gens qui d'habitude n'ont pas la parole. C'est des gens, c'est des inconnus, tu vois. Donc il y a un peu un truc magique, pour une fois, de ne pas entendre quelqu'un qui est déjà célèbre ou qui est sur le devant de la scène à un moment et où on se dit oui, en fait cette personne, moi aussi j'aurais pu la croiser dans la rue et lui parler, donc t'as l'impression de l'avoir rencontrée, alors que si j'écoute une interview d'une star, elle reste inaccessible, totalement inaccessible, alors que l'interview de Odette, si j'avais voulu, moi aussi je fais le déplacement et Odette, on discute, tu vois. Donc il y a ce truc là, et puis bah évidemment les questions jouent beaucoup, mais
jamais arrivé, je crois, de me dire, de me sentir frustrée parce que Julien Cernobori n'avait pas posé une question. Tu vois, je me suis jamais dit « Ah, j'aurais voulu savoir ça ». Je trouve qu'il t'emmène vraiment avec lui et ça coule de source, que c'est ces questions-là qu'il faut poser, que l'échange, il est naturel, il est dans un flux. Et du coup, fin du podcast, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé avec la personne. C'est important les gens pour toi? Bah, je sais pas, j'ai pas envie de faire de comparaison hyper gnangnan, tu vois, mais moi, j'ai quand même capté que je voulais faire du cinéma parce que Agnès Varda est allée interviewer des inconnus dans la rue et j'ai envie de faire des films documentaires. Pas forcément aller interviewer des inconnus dans la rue, mais j'ai envie de mettre en lumière des gens, des lieux, des histoires, des combats. Donc ça part de là, l'envie part de là. C'est un échange entre deux personnes. Il y a eu un déclic? Oui, j'ai vu le film d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, qui est un documentaire super bien, où elle part filmer des gens un peu à la Julien Cernobori finalement. J'ai envie de dire que tout est lié. Pourquoi tu dis ça? Elle part avec sa petite caméra, c'est le début du numérique. Elle part avec sa petite caméra filmer les gens qui font les fins de marché, donc qui glanent les légumes qui restent, etc. Et elle leur parle hyper facilement et elle les filme et tout. Le film commence comme ça. Et donc en fait c'est un peu du cerno parce qu'elle s'approche et ça engendre une conversation. Avec là le glanage comme thème, mais en fait elle veut les faire parler d'eux. Et Julien, c'est Thierry Paulin, mais en fait, il veut les faire parler d'eux. Donc voilà, donc j'ai vu ce film et je me suis dit, j'aurais voulu avoir fait ce film. C'est trop tard, surtout j'ai 14 ans. Mais par contre, j'ai envie de faire ça plus tard, quoi. Donc cet été, on va tourner un film que je produis, qui s'appelle Les garçons dans l'eau. Et j'ai la sensation que c'est un peu le premier projet que je réalise et qui peut aller loin. C'est un film qui est tourné en non-mixité queer en fait. C'est ça, on est en mixité choisie queer. Donc en fait, il n'y a que des personnes queer sur le plateau, mais même dans les étapes avant tournage, donc production, écriture, en fait tout. On a tout fait nous-mêmes. Et c'est très important pour nous parce que en fait, ça va nous permettre de travailler différemment. On va voir c'est quoi un plateau de tournage où en fait on travaille de manière hyper horizontale. C'est-à-dire que le réalisateur n'est pas au-dessus de la pyramide et en bas, t'as les techniciens, techniciennes. C'est quoi, en fait, de s'adapter aussi à des personnes queer sur un tournage, tu vois, ça veut dire, ouais, il y a des piqûres de testo. Ouais, en fait, ça veut dire plein d'aménagements comme ça. Enfin bref, du coup, il y a un peu toute cette énergie-là qui est vraiment très, très importante dans le projet. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'en fait, ce projet m'est un peu tombé dessus au moment où je captais que j'étais queer. Donc déjà, j'ai hésité à postuler pour le rôle de production. Et au final, mes meilleures idées du monde. Enfin, je suis pas du tout inquiète de ce tournage. Je sais que sur ce tournage, il y aura aucun mexiste pour m'expliquer comment le matériel fonctionne, me prendre un truc des mains, tu vois, s'énerver parce que je comprends pas. Enfin, si sur le tournage, on me demande de faire un truc que j'ai jamais fait, je vais pas avoir peur. Et ça, c'est très rare. Parce que d'habitude, j'ai peur de tout. Donc voilà, et ça, c'est vraiment dû à la mixité choisie queer. Mais je pourrais en parler très longtemps, parce qu'en fait, politiquement, c'est très, très puissant comme manière de faire, tu vois. Bah, c'est un film sur des mecs trans, par des mecs trans. Donc ça offre une représentation aux personnes trans. Et en même temps, un objet de discussion et de compréhension hyper important pour des personnes pas concernées directement, tu vois. C'est pour ça qu'on va le projeter dans des facs... Au maximum, on veut faire des projections et après des discussions. Parce que c'est un objet qui manquait, quoi. Et qui manque toujours. Je veux dire, on ne résout pas le problème avec un court-métrage de 30 minutes. Mais c'est un premier pas, tu vois. C'est la première fois de ma vie que je vais vivre un truc comme ça. Et comment tu décrirais Cerno pour quelqu'un qui connaîtrait pas? Pour moi, c'est comme une expérimentation radio. J'ai un point de départ qui est que je me suis rendu compte que le complice et amant du plus gros tueur en série français, Thierry Paulin, vivait dans mon immeuble. Et je me suis dit que j'allais travailler sur cette affaire. J'ai un point de départ, mais j'ai pas de point d'arrivée. Et je veux voir où cette affaire me mène, où cette histoire me mène. C'est ce que j'annonce dès le début. Et du coup, j'ai commencé par aller sur les lieux de crime, en suivant la chronologie de l'affaire.
Et je déroule un peu toutes les pistes qui s'offrent à moi et tout ce qui arrive en fait depuis que ce podcast existe. C'est-à-dire les gens qui me contactent, les nouvelles pistes qui me sont proposées. Je dirais pas forcément que l'affaire est un prétexte, mais un point de départ. Ouais. Parce qu'elle m'intéresse, c'est une affaire qui... c'est un tueur qui tuait des vieilles dames. L'objet même de ces meurtres, donc le fait que ce soit des vieilles dames qui soient assassinées, ça raconte beaucoup de notre société. Et c'est aussi ça que je vais creuser. Et voilà. Et je sais pas très bien où je vais. Enfin, je fais une enquête assez passive, où je me laisse un peu guider par l'enquête, et c'est l'enquête qui me guide, quoi. Mais j'essaie de prendre mon temps et d'aller dans des endroits où je m'attendais pas forcément d'aller. Et c'est quoi la place des inconnus dans ton travail ? C'est l'essentiel de mon travail. Ouais, c'est ce que je préfère. C'est l'inconnu. À suivre.